Madame, Monsieur, bonjour. Les grands titres de l'actualité de ce mardi. 5 morts et plusieurs blessés de l'incendie d'une pizzeria près de Forbach la nuit dernière. Et puis un document exclusif sur TF1. Le chauffeur de Yann Pia parle pour la première fois. Il se confie à Charles Villeneuve. Les vétérans canadiens auront bien leur chambre à l'hôtel du golfe de Deauville le 6 juin prochain, c'est promis. La presse britannique en profite d'ailleurs pour se déchaîner une fois de plus contre les mangeurs de grenouilles, vous le verrez tout à l'heure. Près de la moitié des marques de préservatifs ne seraient pas fiables. C'est ce qui ressort d'une enquête de la revue 50 millions de consommateurs. Jean-Marie Cavada, président de la future chaîne du savoir, qui commencera à la fin de cette année. Et puis on apprend il y a quelques instants la mort de Jacqueline Lecanuet, l'épouse de l'ancien sénateur-maire de Rouen, avait 66 ans. Pluie, vent, neige, grêle, voilà le menu de la journée sur l'ensemble du pays. C'est l'heure de ressortir donc la petite laine parce que les températures sont plutôt à la baisse. Quant aux précipitations, elles seront toutefois plus rares près de la Méditerranée, mais Evelyne Delia va vous confirmer tout cela tout à l'heure. Ces intempéries ont largement perturbé les retours de week-end pascal. Ce matin encore, comme hier d'ailleurs, on a enregistré bon nombre d'accidents, de carambolages, dus à l'action conjuguée des rafales du vent, de la pluie et de la vitesse excessive. Jean-Marie Delot. Les violentes rafales de vent et les pluies diluviennes ont transformé ces retours de vacances en cauchemar. Entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, 3 gros carambolages se sont produits sur la 6, le principal mettant en cause 85 véhicules. Une centaine de pompiers et une vingtaine d'ambulances dans le cadre du plan rouge ont porté secours aux victimes. Principale cause de ces accidents, le non-respect des distances et une vitesse excessive. Hier, la vitesse de 110 était excessive en raison des circonstances, notamment de cette pluie d'orage qui est tombée au moment des accidents. Une soixantaine de blessés, légers pour la plupart, ont été transportés vers les hôpitaux et cliniques de Chalon, Tournu ou Mâcon. Des accidentés qui avaient du mal à expliquer leur collision soudaine. Il pleuvait, on a freiné et la voiture a dérapé. Il y avait des voitures devant nous retourner. Et c'est tout. Bon, on ne roulait pas très vite parce qu'il pleuvait beaucoup. Et puis, d'un seul coup, j'ai entendu mon mari qui criait « Attention, attention !» Puis la voiture est partie, on a tapé dans plusieurs voitures parce que j'ai l'impression que quand on est arrivé sur les voitures, il y avait les voitures qui étaient déjà arrêtées, il y avait déjà eu l'accident devant. On s'est trouvé au milieu. Je sais pas. Ça arrive tellement vite, je sais pas. Donc une Opel découpée, une Héron aussi découpée. Ce garagiste de Chalon a récupéré une quarantaine de voitures bonnes pour la casse. En regardant l'état des véhicules, il se dit que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, mais par chance, aucune voiture ne s'est enflammée. Et selon les gendarmes, presque tous les automobilistes impliqués avaient bouclé leur ceinture. 5 morts et plusieurs blessés près de Forbach en Moselle dans l'incendie d'une pizzeria. Le sinistre s'est déclaré la nuit dernière, peu après minuit, dans un restaurant de Petite Rosselle. C'est à la frontière franco-allemande. Parmi les blessés figurent plusieurs pompiers. Quant à l'origine du drame, eh bien, elle n'a pas encore été établie. Bénédicte Duran. Une énorme explosion. Je suis sorti sur la terrasse avec ma femme immédiatement et les flammes sortaient déjà par une pizzeria. 1h du matin, le feu parti du rez-de-chaussée se propage dans le petit immeuble à une vitesse inouïe. L'habitation est modeste, retapée avec des matériaux inflammables. L'incendie ne laisse aucune chance à ses habitants. Tous les escaliers sont en bois, les murs sont en frise, les plafonds sont en frise. Alors le feu s'est dégagé à une vitesse incroyable et les gens du premier étage n'ont même pas eu le temps d'ouvrir le volet, ils y sont restés. 4 personnes sont mortes dans les flammes, une 5e, une femme, se tue en se jetant par les fenêtres, prise de panique juste avant l'arrivée des secours. On dénombre également 5 blessés, un bilan lourd qui s'explique par la vitesse de propagation de l'incendie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je descendais les escaliers, je voyais que le feu il a pris dans tout le bâtiment. Je suis en pyjama encore, vous voyez, je mets ça comme ça dessus, j'ai même pas de chaussettes sur les pieds. En tout, 70 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre. Des renforts venus d'Allemagne sont venus assister leurs collègues dans cette petite ville frontalière. Concernant l'origine de l'incendie, malgré des témoignages qui parlent d'explosion, les enquêteurs privilégient la thèse de l'accident. Les victimes d'une autre explosion, de l'explosion de la chaufferie de la Défense, n'ont toujours pas retrouvé de logement. Vous vous souvenez sans doute que la fuite de gaz avait fait 2 morts, une soixantaine de blessés et 600 sans-abri. Alors 6 jours après le drame, certains n'ont pas encore retrouvé d'appartement et plusieurs habitants du secteur sont toujours privés de chauffage. Ce matin, on a grogné très très fort à Courbevoie, comme ont pu le constater Aline Coulouvra et Jean-Louis Alferro.
Le 30 mars, la chaufferie de la société Climades explose. À quelques mètres, les vitres d'un foyer de 250 travailleurs immigrés volent en éclats. Le toit menace de s'effondrer. Après 48 heures passées au stade de Courbevoie, ces hommes regagnent leur foyer rafistolé. Les experts affirment qu'il n'y a aucun danger. Dans les chambres, des panneaux de contreplaqué ont remplacé les vitres. L'atmosphère est irrespirable et de fines poutres soutiennent le plafond. On a peur car avant c'était l'insalubrité, mais aujourd'hui c'est la peur que les bâtiments tombent sur les résidents. Et nous, ce qu'on veut, c'est un nouveau foyer, un foyer décent. 8 femmes, 30 enfants dont l'immeuble est en ruine sont hébergés au stade. Pas leur mari, la mairie de Courbevoie n'a rien prévu pour ces hommes. Impossible de vérifier leurs conditions d'hébergement. 2 policiers municipaux bloquent l'entrée. Après 23 ans dans une commune, j'aurais pas senti un jour je serais dans cet état-là. Nous n'avons pu obtenir d'explication de la mairie de Courbevoie. Cet après-midi, tous ces hommes tenteront d'être entendus par le préfet des Hauts-de-Seine. Le chauffeur de Yann Piat parle pour la première fois, il a choisi d'ailleurs TF1, il témoigne devant Charles Villeneuve et Olivier Calmet. Il s'agit là d'une véritable pièce à conviction qui va permettre sans doute de mieux comprendre comment le contrat des tueurs du député du Var a été exécuté. Voici un extrait de ce document qui sera diffusé demain en totalité dans Le Droit de savoir. Voici donc Georges Arnaud, homme de confiance et chauffeur de Yann Piat. Il a lui-même été blessé pendant la fusillade. La cicatrice paraît grande, mais à l'entrée, le chirurgien m'a dit que j'avais d'un côté comme de l'autre un trou d'une grosseur d'une pièce de 5 francs. Et ça parce que ça avait été fait avec des balles en plomb, paraît-il. Ce jour-là, Georges Arnaud ramène Yann Piat dans sa villa sur les hauteurs d'Hyères. Brusquement, les motards surgissent du bas-côté dans la dernière épingle à cheveux. Je regarde mon rétro et je vois un phare de moto. Mais au moment où je vois le phare de moto, elle me dit « on nous flingue », « Jo, on nous flingue ». Elle n'a pas dit on nous flingue, Jo, on nous flingue. Et là commence bien entendu le cauchemar. 5 coups de feu sont tirés, puis la moto en doublant la voiture fait une embardée et vient tomber à une dizaine de mètres devant le véhicule. Georges Arnaud blessé ne sait pas que Yann Piat est déjà mortellement blessé. Il est passé des milliers de choses et des solutions pour partir. J'ai même eu envie de leur foncer dessus, et je ne dis pas par fanfaronnade, puisqu'ils me montaient une haine, j'avais envie de les écraser. Mais bon, à un moment donné, j'ai eu l'idée d'aller chez les pompiers, et je pense que ça a été la meilleure des solutions, surtout pour essayer de sauver Madame Piat. Parce que moi, je n'étais pas persuadé qu'elle était morte ou qu'elle était en train de, malheureusement, de décéder, de mourir. 10 minutes plus tard, Georges Arnaud arrive chez les pompiers, trop tard. Ils ne pourront que constater le décès. L'ensemble du document, eh bien, vous pourrez l'entendre et le voir demain soir, donc dans Le Droit de savoir, c'est à 22h40. Mais aussi, vous aurez d'autres témoignages qui mettront en évidence la dérive d'une région sous l'influence du milieu. J'ajoute que cet après-midi, lors de la reprise des travaux de l'Assemblée nationale, sera prononcé l'éloge funèbre de Yann Piat, donc au Palais Bourbon. Attentat à la grenade en Corse. La nuit dernière, l'engin a été jeté dans la cour du commissariat de Bastia. 3 policiers ont été légèrement commotionnés. Cet acte n'a pas encore été revendiqué. Victoire donc pour les vétérans du 6 juin 1944 après la décision du gouvernement français d'honorer leur réservation à l'hôtel du Golfe de Deauville. Les chambres confisquées seront donc rendues aux anciens combattants qui viennent assister au 51 du débarquement de Normandie. Cette malheureuse affaire aura permis une fois de plus à la perfide Albion de dauber sur les mangeurs de grenouilles. Il suffit de lire la presse britannique ce matin, ce qu'a fait bien entendu pour nous notre correspondante permanente à Londres, Valérie Nataf. Les vétérans ont gagné leur 2e bataille de Normandie. Le sentiment est unanime ce matin dans la presse britannique. Retraite, défaite, les mêmes mots reviennent dans tous les titres. D'ailleurs, cette victoire paraissait inéluctable. Revue de détail des sentiments londoniens. Je pense que les vétérans devraient recevoir les excuses du gouvernement français. Ils ont aidé à libérer la France, à libérer l'Europe, et on leur pique leur chambre d'hôtel. C'est honteux. Tout ça parce que ce sont des simples citoyens, et pas des diplomates ou des députés. On ne fait pas attention à eux. Côté officiel, on se félicite de la volte-face du gouvernement français, en toute amitié bien sûr. Ils ont réagi très vite pour modifier la situation et j'apprécie vraiment leur geste. Dans 3 jours, on célébrera les 90 ans de l'entente cordiale franco-britannique. Le dénouement de cette querelle diplomatico-touristique aura au moins contribué à la renommée internationale de grands hôtels de la côte normande.
Oui, l'hôtel du Golfe était déjà connu dans le monde entier. L'ambassadeur du Canada, lui aussi, se félicite de l'issue de l'affaire. Quant au ministre français des anciens combattants, mais il lui a donné cet après-midi quelques précisions sur l'accueil réservé aux vétérans et aux touristes, d'ailleurs, les 5 et 6 juin prochains. Et il le fera au cours d'une conférence de presse. À 2 mois, jour pour jour, de ce cinquantenaire, l'un des héros du D-Day, Bill Millin, le joueur de cornemuse qui, à la barbe des Allemands, a joué de son instrument sous le tir des ennemis sur le fameux pont Pegasus Bridge, eh bien, Bill Millin est à Paris. Il vient promouvoir un livre sur son exploit. C'est au salon de la Maquette, à la porte de Versailles, où Christine Chapelle et Philippe Charlier l'ont rencontré. Regardez. À 70 ans passés, Bill Millin, alias Piper, la cornemuse, n'a rien perdu de sa superbe. 50 ans après le débarquement, il vient d'écrire ses souvenirs de Normandie, en juin 1944. Aujourd'hui encore, c'est un héros. À Buckingham Palace, la reine-mère lui a dit un jour « Dans quelques siècles, Bill, personne ne se souviendra de moi, mais vous serez toujours le joueur de cornemuse du débarquement. » Quand je suis revenu en France après la guerre, mes amis français m'ont dit « Tout le monde écrit des livres sur le débarquement. Alors pourquoi ne racontez-vous pas votre expérience de joueur de cornemuse sur les plages de Normandie ?» Et à chaque nouvelle visite, ils me disaient « Pourquoi n'écrivez-vous pas un livre ?» Alors j'ai écrit un livre. 6 juin 1944. Sur le bateau en approche des côtes françaises, les hommes ont peur. Le jeune volontaire Bill Millin commence alors à jouer de la cornemuse, entraînant derrière lui l'armée de Lord Lovat. Sur Sword Beach, pendant la traversée de Bénouville, du pont de Pégase, du pont de Ranville, il jouera. Cette musique hors du temps dopera les soldats britanniques et clouera de stupeur l'armée allemande. Vous étiez pourtant une cible facile. À la fin de la première journée, nous avons fait prisonnier 2 soldats allemands. Les interprètes leur ont demandé pourquoi ils n'avaient pas tiré sur le joueur de cornemuse. Et les Allemands ont répondu « Nous avons cru que c'était un fou. » Il y a plusieurs siècles, le roi Henri IV lançait à ses troupes effrayées « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Bill et sa cornemuse, le 6 juin 1944, étaient peut-être blancs de peur, mais ils n'en avaient pas moins de panache, eux aussi. Si vous voulez en savoir plus sur cet homme, comme on dit, entré vivant dans la légende, eh bien, je vous conseille la lecture de son livre « La cornemuse du D-Day », c'est aux éditions Engdahl. Journée Pompidou, ce mardi, journée du souvenir, dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la mort de l'ancien président. Après les cérémonies de Montboudif ou d'Orvilliers, ce week-end dernier, eh bien, ce matin, en l'église Saint-Louis, en Lille, messe à la mémoire de Georges Pompidou en présence d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac. Anita Hausser. Les fidèles de Georges Pompidou, ses collaborateurs, ses ministres ou tout simplement ses amis ne manquent jamais la messe annuelle célébrée à sa mémoire à l'église Saint-Louis en Lille, tout près de son domicile parisien. Comme samedi dernier à Orvilliers, Jacques Chirac, Édouard Balladur, Philippe Séguin, Bernard Pons sont venus se recueillir aux côtés du fils de l'ancien président. Georges Pompidou aimait les chants grégoriens, c'est tout naturellement le chœur grégorien de Paris qui interprétait les chants de cette messe hommage. En ce 20e anniversaire de la mort de Georges Pompidou, on célèbre les vertus du pompidolisme, mélange de conservatisme terrien et de modernité. Et aujourd'hui, le père Jean Laverton a rappelé son message. Il faut que chacun travaille à sa place et que par-delà les divergences politiques qui sont respectables, mais qui n'ont rien à voir en l'affaire, tout le monde comprenne qu'un effort est indispensable. Des paroles tellement d'actualité. Et après l'office religieux avec Édouard Balladur, tout le monde s'est rendu à l'Institut de France pour le lancement d'un timbre à la mémoire de Georges Pompidou, sortie officielle de ce timbre, un timbre à 2,80 francs, vous le voyez, le 11 avril prochain. François Mitterrand, lui, assistera à Toulon cet après-midi aux obsèques des 10 marins victimes de l'accident du sous-marin nucléaire Emeraude. Et puis Jean-Marie Cavada a été nommé président de la future chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Alain Carignon, le ministre de la Communication. Lancement de la chaîne à la fin de l'année avec un budget de quelques 800 millions de francs. C'est une semaine sociale importante qui débute aujourd'hui avec l'ouverture de la session parlementaire consacrée à l'emploi cet après-midi, après l'abrogation du CIP. La réunion aussi cet après-midi au CNPF entre patrons et syndicats sur la formation professionnelle. Enfin, jeudi, je vous le rappelle, ce sera la journée nationale d'action organisée par la CGT pour réclamer l'abandon de l'ensemble de la loi quinquennale. Pour en revenir à l'emploi précisément,
Un exemple d'initiative à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, dans la région parisienne. Une entreprise d'insertion propose à des jeunes de retaper des deux roues pour ensuite devenir des coursiers. Un reportage signé Denis Cadot et Jean-Michel Chappe. Certains ont eu des problèmes familiaux, d'autres des démêlés avec la justice. La plupart sont en situation d'échec scolaire, sans diplôme ni qualification. Dès lors, pour eux, la seule bouée de sauvetage pour se raccrocher au monde du travail réside dans ce genre d'initiative, ce qu'on appelle les entreprises d'insertion. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont jeunes, mais on a aussi des personnes qui sont plus âgées, en particulier des chômeurs longue durée ou des personnes qui relèvent du RMI. C'est effectivement, les tranches d'âge varient entre 16, 18 et 50, 55 ans. Fortement aidé par l'État et parfois, comme ici, par la municipalité qui prête les locaux et fournit du travail, une entreprise d'insertion a pour vocation d'être un sas entre l'exclusion et le monde des entreprises classiques. Je voudrais travailler dans un grand garage, un concessionnaire, je crois que c'est l'idéal. Moi j'ai arrêté à 16 ans. À 16 ans la scolarité, et puis moi j'avais aucune qualification. J'arrive pas à trouver maintenant du boulot. Le boulot, désormais, c'est cela, la réparation de mobylettes, Solex et scooters en tout genre. Voilà pour la partie mécanique. Mais AFIT 92, c'est aussi, depuis quelques semaines, un service de coursier qui prospecte auprès des entreprises de Rueil-Malmaison. Les jeunes peuvent travailler sur les mobylettes, mais travailler aussi en même temps dans le service de course. Ce sont deux départements différents, mais qui marchent, qui fonctionnent ensemble. C'est dans la même structure, tout ça. Une dizaine de jeunes ou moins jeunes, ainsi tirés d'affaires. Cela peut paraître modeste, et pourtant, c'est souvent ce type d'effort envers les exclus, au niveau local, qui s'avère le plus efficace. La course à 12h45 là, chez Breuil. Et puis il y a ceux qui veulent créer leur propre entreprise, et il faut pour ce faire, vous le savez bien, affronter paperasserie et tracasserie administrative. Alors Alain Madelin, le ministre des Entreprises, lui veut simplifier les démarches pour rendre un peu plus facile ce véritable parcours du combattant. Brigitte Garambois. 1 700 000 entreprises individuelles en France. On les appelle artisans ou commerçants. Pour eux, le parcours du combattant commence ici, au tribunal de commerce. Ça paraît toujours compliqué parce qu'il y a un formulaire à remplir, mais il y a un certain nombre de documents justificatifs à fournir. Pourtant, le plus difficile, c'est pour après. Après, quand il faut gérer le quotidien, la sécurité sociale, les impôts, la caisse de retraite, etc., etc. C'est vraiment le parcours du combattant qui donne l'impression de perdre son temps en permanence. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir, en tant qu'animateur d'une entreprise, se consacrer à son métier. Et on a l'impression d'être en permanence assailli d'obligations vis-à-vis des administrations en général. Voici donc ce qui, dans un mois, devrait remplacer l'ensemble des livres comptables. Un carnet spécial pour les chefs d'entreprise individuels. Il réunit en un seul chèque toutes les factures. Alain Madelin, le ministre des Entreprises, espère ainsi encourager la création de quelques 200 000 entreprises, notamment dans les secteurs de proximité. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez en savoir plus ce soir à 22h45, juste dans l'émission Pourquoi pas vous, dont Alain Madelin sera justement l'invité. Comme les vétérans du débarquement un peu plus haut dans ce journal, les anciens combattants d'Algérie ne veulent pas être oubliés. Ils ont donc appelé à une manifestation demain, une manifestation interdite pour des raisons de sécurité. Ils n'auront donc droit qu'à un rassemblement, ce sera place des Invalides à Paris. Ils ne sont pas satisfaits du tout des conditions de l'attribution de la retraite anticipée et de la retraite des anciens combattants. Alors Nelly Ponce et Jean-Michel Chappe sont allés à la rencontre d'un de ces anciens militaires d'Algérie. Comme de nombreux anciens combattants d'Algérie, Pierre Boisrenoux souhaite manifester demain, malgré les interdictions de la préfecture. Pour le calcul de la retraite, pour les conditions d'attribution de la carte d'ancien combattant, mais surtout pour la reconnaissance de ceux qui se sont battus lors d'une guerre que la France a du mal à reconnaître. Nous ne sommes pas des anciens combattants comme les autres, puisque le mot guerre n'est toujours pas attaché à cette guerre qui ne veut pas dire son nom. Les appelés sont nuls. Et c'est une véritable guerre qui a eu lieu, puisqu'on dénombre quand même 30 000 morts et 300 000 blessés. Il n'y a pas de commémoration officielle de cette guerre. Mais il faut qu'un jour, il faudra que la paix se crève.
Ce n'est qu'en 1974 que l'on attribue la carte d'anciens combattants à ceux d'Algérie. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes la demandent encore. Il y a eu un metteur en scène, Bernard Tavernier, qui a réalisé un film La guerre sans nom. Il s'agit toujours de la guerre sans nom, 32 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Et nous considérons qu'il est grand temps maintenant de reconnaître officiellement l'état de guerre. Et cette situation permet au gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, de ne pas accorder aux anciens d'Afrique du Nord les mêmes droits que ceux qui ont été accordés aux aînés des autres conflits. Seules les associations organisent des commémorations de la guerre d'Algérie. Elles espèrent une dizaine de milliers d'anciens combattants demain à Paris. Justement en Algérie ou dans le département de Sétif, le sous-préfet de Beni Aziz, a été assassiné dimanche devant l'école où il déposait son épouse et ses 5 enfants. Il s'agit d'un attentat islamiste. Près de la moitié des marques de préservatifs ne seraient pas complètement fiables, c'est ce qui ressort d'une enquête de la revue 50 millions de consommateurs. Pour autant, l'Institut national de la consommation met en garde contre les interprétations alarmistes. Pour mieux comprendre, je vous propose de regarder ce dossier signé Marie-Laure Bonnemain. J'ai envie. Ça tombe bien, il nous en reste. Ça va te paraître nul, mais j'en ai pas. T'angoisse pas, j'ai ce qu'il faut. Attention les filles, j'en ai plein les poches. Vous en avez plein les poches, c'est bien, mais êtes-vous sûr de leur qualité ? 50 millions de consommateurs vient une nouvelle fois jeter un doute sur l'efficacité de certains préservatifs. Polémique d'autant plus sévère qu'elle concerne les 28 marques de normes NF. Ils ont procédé à une série de tests, les plus importants, la résistance et la recherche de trous. Bilan sur les 28 préservatifs testés, 12 apparaissent de qualité insuffisante. La norme française est une des meilleures normes nationales qui existent au monde, mais nous plaçons encore la barre plus haut. Actuellement, la marque NF admet qu'il y ait 3 défauts sur un lot de 315 préservatifs et ne le rejette qu'à partir de 4 défauts. Nous pensons qu'aujourd'hui, d'après toutes les études que nous avons faites, qu'un défaut sur 315, c'est déjà amplement suffisant. Les marques à retenir, entre autres Manix et les préservatifs tarifs jeunes jugés acceptables. Celles à éviter, parmi elles Condoms Regular et Mr Love. Mais les jeunes font-ils réellement attention à la marque qu'ils choisissent ? Je pense que la plupart des marques qui sont sur le marché sont des marques autorisées et donc je ne fais pas spécialement attention à la marque. Du moment qu'il y a le sigle NF dessus, normalement c'est censé être correct. Une enquête qui permettra aux jeunes de choisir, comme pour tout produit de consommation, celui de meilleure qualité, pour une plus grande sécurité. C'est jeudi prochain que toutes les télévisions françaises s'associent pour la lutte contre le sida. C'est donc la grande mobilisation. Et je vous propose aujourd'hui d'écouter un témoignage, celui de Marie-Thérèse, atteinte du virus à la suite d'une transfusion sanguine. Cette femme courageuse, allez le voir, malgré sa maladie, se bat pour développer une association d'entraide qui s'appelle Équité. Une association d'ailleurs qu'elle finance avec ses propres indemnités. Dominique Hennequin et Pascal Staub l'ont rencontrée à Chartres. 2 fois par mois, Henri passe chercher Marie-Thérèse. De Chartres, ils se rendent en ambulance à Paris pour une consultation à la Pitié-Salpêtrière. Ces rendez-vous forcés avec l'hôpital font désormais partie du quotidien. Depuis 11 ans que le sida est entré dans sa vie, Marie-Thérèse Lapère a appris à vivre avec les contraintes de la maladie. Depuis 90, j'ai été hospitalisée très souvent. Et donc, en réalité, je vais souvent voir mes amis, mais je ne pense jamais à ma maladie. En plus, j'ai un ambulancier qui est très sympa. Donc, on discute de choses et d'autres. On est content de se revoir de temps en temps. La consultation, qui dure 3 heures, est strictement confidentielle. Nous resterons à l'extérieur. Après chaque visite, la pharmacie de l'hôpital livre les médicaments. Régulièrement, les traitements changent. Par esprit de service, Marie-Thérèse a accepté de signer un protocole pour essayer sur elle de nouvelles thérapies. L'esprit de service, le don de soi, c'est une règle de vie pour Marie-Thérèse. Pour que les malades trouvent une aide et une écoute, elle crée il y a 2 ans l'association Équité. Régulièrement, les bénévoles se réunissent et les visites ne sont pas rares. Aujourd'hui, Bachir est venu expliquer ses problèmes. Séropositif et sortant de prison, démuni de tout, il a trouvé à Équité et auprès de Marie-Thérèse beaucoup de réconfort. Ils m'ont apporté beaucoup, psychologiquement. Je suis mieux. Disons que je vois l'avenir plus sereinement et beaucoup d'amour surtout. Je leur dis toujours que bien vivre sa maladie, accepter d'être séropositif, c'est déjà une grande part de guérison. Contaminée à la suite d'une transfusion sanguine, Marie-Thérèse a bénéficié du fonds d'indemnisation.
Toutes les sommes perçues ont été versées intégralement à Équité. L'association n'est aidée par aucune subvention. Son action n'est due qu'à la seule générosité de sa présidente. Et pour moi, cet argent, il n'était pas du tout normal que je la touche. Pour moi, c'est un accident de la vie, comme si ça avait été un accident sexuel ou que je me sois un jour droguée, pourquoi pas. Prévention sur les radios locales ou participation à des conférences-débats, toutes les occasions sont bonnes pour parler de la maladie et faire la promotion du préservatif. Quand il lui reste un moment dans son emploi du temps, Marie-Thérèse pense à tous ceux qui sont partis et espère pour l'avenir. Je sais que dans mon cœur, j'y pense sans arrêt et à chaque fois qu'il y en a un qui s'en va, c'est vrai que pour moi c'est terrible. Enfin, d'abord, de le voir souffrir, c'est horrible. Je crois que c'est très très important pour moi de voir enfin le bout de cette maladie. Je dis toujours que tous ces jeunes, ils n'ont pas mérité de vivre ça actuellement. Quelques nouvelles de l'étranger à présent. Au Proche-Orient, c'est aujourd'hui que devrait commencer le retrait des forces israéliennes de la ville de Gaza. Quant aux négociations israélo-LP, eh bien, elles ont repris ce matin au Caire. En Bosnie, les violents combats de Goradze font toujours rage aujourd'hui entre les forces serbes et musulmanes. En une semaine, l'ONU a dénombré pas moins de 40 morts et 250 blessés, pour la plupart des civils. Alors qu'il est, la situation est dramatique, la ville est soumise à de violents bombardements. Et par ailleurs, l'opération d'évacuation des musulmans de Prijor à l'ouest de la Bosnie a été suspendue en raison de désaccords sur le nombre de personnes à évacuer. Édouard Balladur, à partir de jeudi en Chine, pour normaliser solennellement les relations entre Paris et Pékin. C'est le premier séjour d'un chef du gouvernement français depuis 14 ans. Le Premier ministre arrive dans un pays où les riches n'ont plus peur de s'afficher. Pour eux, le culte de l'argent facile semble remplacer l'idéologie. Alain Chailloux a rencontré une jeune chinoise que la spéculation n'effraie pas. Écoutez. Avec son climat tropical, l'île d'Hainan, c'est un peu la côte d'Azur chinoise. Et l'on y bétonne sec. Cette jeune femme ne s'en plaint pas, le boom immobilier lui a permis de devenir riche. Sa technique est simple, acheter et revendre des immeubles et empocher les bénéfices. Ce building, explique-t-elle au téléphone, vaut 4 millions de dollars. On signe, vous me versez un acompte de 4 ou 600 000 dollars et je vous donne 15 ou 20 jours pour régler le reste, ce qui vous laisse le temps de le revendre. Issue d'une famille modeste, Zhang Lili est fière de sa réussite, mais prudente, refuse absolument d'expliquer comment a commencé son conte de fées ou de chiffrer sa fortune. En matière d'immobilier en Chine, tout est possible aujourd'hui. Mais à Hainan, l'île du fric roi, c'est carrément le Far West. L'argent gagné, emprunté ou volé alimente une spéculation effrénée. Les immeubles changent de main plusieurs fois par semaine. Dans un pays qui se prétend encore socialiste, tout cela fait un peu désordre, bien sûr. Alors, pour sauver les apparences, le gouvernement a donné l'ordre aux banques de restreindre leurs crédits immobiliers. Et le marché, depuis 6 mois, est plutôt déprimé. Ce qui n'inquiète guère Zhang Lili, qui reste incurablement optimiste. Ça va repartir, dit-elle. Hainan, c'est le royaume du tourisme. On a besoin d'argent pour développer l'île et construire des bureaux, des hôtels, des appartements et toutes sortes d'infrastructures. En attendant, Zhang Lili s'offre du bon temps. Elle qui circulait à bicyclette, roule aujourd'hui carrosse et se fait chaque jour conduire à son club de golf dans une superbe Lexus. Là, elle retrouve souvent les responsables locaux du parti avec lesquels elle entretient d'étroites relations, ce qui est en Chine absolument indispensable pour les nouveaux capitalistes qui veulent, dans les affaires, accomplir un parcours sans faute. Il y a 2 ans, il y avait 500 millionnaires en Chine. Ils sont aujourd'hui plus d'1 million, sans compter quelques milliardaires, n'en déplaise aux centaines de millions de pauvres que compte le pays. L'argent n'a pas d'odeur, dit-on. A contrario, les odeurs, semble-t-il, peuvent en faire gagner. Et ça s'appelle, pardonnez-moi monsieur Toubon, marketing olfactif. C'est-à-dire, on pourrait dire en français, mercatique olfactif. Principe, eh bien, c'est pousser à la consommation en diffusant l'odeur du produit dans la boutique. Une pratique bien connue actuellement des Américains et des Japonais et qui s'installe en France. Le reportage de Bertrand Edel et Dominique Tripier au pays qui sent bon la violette, à Toulouse. Attention, il faut le savoir, nous sommes tous les proies potentielles du marketing olfactif. Pour comprendre ce qui se cache derrière ce mot barbare, le détour par le rayon frais d'un hypermarché est tout indiqué. Vos fraises là, je vous ai vu hésiter. Oui, mais le
le paquet. Il y en avait une, ça sentait moins, alors j'ai changé de paquet. Je préférais prendre où ça sent un peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'elles sont meilleures. Et voilà, c'est ce que l'on appelle le caractère organoleptique d'un produit. À travers l'odeur qu'il dégage, le consommateur reconnaît en lui une certaine authenticité. Authenticité qui fait vendre, n'est-ce pas madame? Ainsi, on peut même imaginer que l'on puisse diffuser dans les lieux de vente des arômes artificiels favorisant l'acte d'achat. Bon, cela se fait naturellement par le fait que les laboratoires, par exemple viennoiseries, sont ouverts. Donc l'odeur se diffuse naturellement. Mais nous n'avons aucune construction d'odeur à l'intérieur du magasin. Même réponse catégorique dans cette boulangerie artisanale du centre de Toulouse. Quand on a commencé à créer ce type de boulangerie, l'objectif c'était, à travers les odeurs qui se dégagent du magasin, d'attirer la clientèle. Pas d'odeur de vanille artificielle, de choses comme ça que vous diffusez? Non, pas du tout. Pour ce chercheur qui travaille à l'élaboration de nouveaux arômes, notamment sur les odeurs de cuir, le marketing olfactif est une technique de vente intéressante, à condition de ne pas tromper le consommateur sur la marchandise. Si quelqu'un prenait cette odeur du cuir ou une autre, la mettait sur une matière qui n'est pas du cuir et vendait ça pour du cuir, là il y aurait une fraude caractérisée. Comme il n'y a pas de réglementation spécifique à l'odeur, effectivement, il faut appliquer une autre réglementation, celle sur la tromperie, par exemple, lier l'odeur à une tromperie. Alors avant d'être envahi par ces senteurs trompeuses issues du marketing, autant cultiver son odorat sur des arômes qui, eux, c'est certain, ne vous veulent que du bien. La tulipe, elle, n'a pas d'odeur, mais Dieu qu'elle est jolie. On fête aujourd'hui son 400e anniversaire. Même si elle est née en Hollande, c'est au Parc Floral de Nice qu'on la célèbre à travers un immense parterre de 100 000 bulbes. Un véritable tapis magique qu'ont vu pour nous Yasmina Farber et Christophe Pardina. Des tulipes sous le Mistral, une manière de célébrer le 400e anniversaire de l'introduction de cette fleur en Occident. Car si aujourd'hui la lilacée est une spécialité hollandaise, elle est née sur les terres de l'Empire ottoman. En turc, tulben signifie d'ailleurs turban. Plantées en novembre dernier, 100 000 bulbes ont donné naissance à des tulipes hâtives et tardives. Sur 7000 m², le parc floral de Nice présente ses tulipes simples, frangées, perroquets ou fleurs de lys. Il y a beaucoup de races de tulipes, hein. Et c'est impeccable quand même. Hein. C'est bien entretenu, ça fait plaisir. Toutes, elles sont toutes jolies. Je ne pourrais pas dire celle-là me plaît plus que l'autre, elles sont toutes magnifiques. Une véritable mine d'or pour les Pays-Bas qui exportent chaque année 2 milliards de bulbes. Mais si aujourd'hui la tulipe n'est plus vraiment un luxe, cette fleur a déchaîné les passions dès son arrivée en Europe. Cotée à la bourse, c'était l'époque de la tulipomania. C'était donc entre les années 1637-1738 où donc des gens ont investi des fortunes pour obtenir des bulbes qu'ils n'avaient pas, notamment un bulbe qui a atteint le chiffre record de 23 000 francs, de francs actuels, pour un seul bulbe. Aujourd'hui, le prix d'un bulbe varie entre 60 centimes et 2 francs. La fleur la plus difficile à réaliser, la plus envoûtante, reste la tulipe noire. Les tulipes blanches, elles, symbolisent toujours l'amour. Pour terminer, cinéma avec la nouvelle coqueluche d'Hollywood, le nouveau Stallone, dit-on, l'acteur Steven Seagal, comédien, mais aussi réalisateur de Terrain miné. C'est un film d'action dans la pure tradition américaine où contraste la sagesse des Esquimaux et l'univers impitoyable des compagnies pétrolières. François Bachy et Nicolas Ruel ont rencontré Steven Seagal. 1,95 m de muscles résistants aux flammes, Steven Seagal, nouveau super-héros américain du film d'action, est venu à Paris présenter sa dernière production. Cet ancien garde du corps, devenu l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, n'a rien perdu de ses anciennes amours. Je pense qu'être garde du corps est beaucoup plus amusant. Je n'aime pas jouer, j'aime m'écrire, produire. Et aussi diriger. Le metteur en scène Steven Seagal ne ménageant pas l'acteur Seagal Steven. Sur ce film, j'ai fait presque toutes les cascades. J'ai plus d'entraînement que beaucoup de cascadeurs. Film d'action donc, mais à forte connotation écologique, dénonçant la présence des compagnies pétrolières en Alaska. Aujourd'hui, les étrangers sont venus. Ils n'ont pas peur de l'ours. Ils ne respectent pas la terre.
Au service des Esquimaux, Steven Seagal va donc devenir le croisé de ce combat contre les pétroliers peu scrupuleux et va seul empêcher une catastrophe écologique. La cause des Inuits est d'ailleurs chère à l'acteur. Il y avait des millions d'autochtones aux États-Unis avant l'arrivée des Blancs. Je ne dis pas qu'ils auraient volonté de tout partager, mais on n'avait pas besoin de les infecter avec nos maladies et de les tuer par centaines de milliers. Steven Seagal a donc la satisfaction de défendre une bonne cause et pour son prochain film, sa cote monte encore, on lui a proposé un cachet de 15 millions de dollars. Une dernière information pour vous rappeler qu'en football, c'est aujourd'hui la 33e journée du championnat de France de première division, avec une rencontre phare Nantes-Paris-Saint-Germain, ce soir à la Beaujoire. Il faudra aussi suivre Marseille-Angers. Et puis pour terminer, un visage qui risque bien de devenir familier. Elle se prénomme Sophie, c'est une blonde de 29 ans. Elle a un petit air de Lady Di. Et les journaux britanniques la présentent comme la promise du prince Édouard, le troisième fils de la reine d'Angleterre. Alors le mariage serait prévu pour l'été prochain, mais dans la plus grande discrétion, dit-on. Il faut dire que ces derniers temps, la famille royale a été plutôt éprouvée par de nombreuses crises conjugales. Il me reste à présent à vous quitter en vous rappelant les prochains rendez-vous avec l'information. Dans quelques instants, la météo d'Evelyne Delia. Tout compte fait de Jean-Marc Sylvestre. Et puis à 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Quant à moi, bien, je vous retrouverai demain à 13h. Bonne journée à tous. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Dans un instant, les feux de l'amour. Certains fromages ont la fondance, d'autres ont la force. Et puis il y a Friskies. Des aliments, des produits de soins, des accessoires. Pour eux. Friskies. Parce que c'est eux, parce que c'est nous. Le 10 avril avec Friskies, c'est la fête des animaux. Appelez le 36 68 00 90. Friskies vous fait gagner des milliers de cadeaux. En 3 mots, pourquoi allez-vous chez Midas?